Student Green Office te présente le 3e épisode, Au grand air. Bruxelles est-elle une ville verte ? Des arbres, des plantes, des animaux dans notre ville. Où sont les refuges de biodiversité ? Qui les protège ? Qui s'en occupe ? Quels sont les bienfaits de la nature dans la ville ? La biodiversité urbaine, c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Accompagné d'Amandine Tiberghien, de chez Natagora, on va faire un état des lieux de la biodiversité à Bruxelles, parler de son importance et imaginer comment de nouveaux espaces verts pourraient s'intégrer en ville. Amandine Tiberghien, vous êtes chargée de mission chez Natagora. Natagora, c'est une association qui travaille pour la protection de la biodiversité. L'association est active en Wallonie et à Bruxelles, avec des projets d'éducation et de sensibilisation, ainsi que des projets de conservation. L'association gère plus de 5000 hectares de réserves naturelles qui abritent une grande variété d'espèces rares, menacées ou particulièrement remarquables. Et vous y faites également des relevés biologiques. Vous proposez aussi des formations pour mieux connaître la nature et bien d'autres activités. Bonjour Amandine Tiberghien et merci d'être notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Natagora travaille donc sur de nombreux fronts pour remettre la biodiversité et la protection de la nature au centre des préoccupations citoyennes et de l'agenda politique. Mais à l'échelle d'une ville et de Bruxelles en particulier, quels sont les bienfaits des espaces verts et de la végétalisation ? Pourquoi faut-il protéger la biodiversité bruxelloise ? La nature, elle fonctionne dans l'idée de réseau. C'est d'ailleurs comme ça que s'est créé le réseau Natura 2000 dont certains ont peut-être entendu parler, ou encore qu'au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, on parle du réseau écologique bruxellois. En fait, la nature, elle perdure grâce à des continuités écologiques qui lui permettent de faire le lien entre le gîte, le couvert et ainsi de suite. Et donc, c'est pour ça que les villes ont un rôle à jouer parce qu'elles participent à ces continuités. Et au-delà de ça, en fait, il y a des espèces qui sont plutôt ce qu'on va dire inféodées au milieu bâti. Et donc, la ville a tout son sens. Et pour finir, historiquement, en fait, la ville a joué un rôle dans la protection de certains espaces, comme des vieux parcs. Et dans les vieux parcs, qu'est-ce qu'on retrouve ? Des très vieux arbres. Des très vieux arbres, en termes de nature, c'est extrêmement précieux. Et donc, la ville a toute sa place dans les questions de nature. Et quels sont les bienfaits de la biodiversité et des espaces verts dans la ville ? C'est une vision un peu anthropocentrée parce que c'est la question de quel service me rend la nature. Donc souvent, nous, on aime la retourner, mais il faut reconnaître qu'en fait, la nature rend ce qu'on appelle des services écosystémiques qui sont de 4 types. Il y a les services d'approvisionnement, c'est le bois que fournissent les forêts qui nous permettent de nous chauffer parfois, ou la nourriture que ça nous fournit, comme les poissons, les crustacés. Il y a les services de ce qu'on appelle de régulation. C'est par exemple un arbre, il va aussi servir de captation pour du CO2. Il va aussi travailler à retenir le sol comme il l'est, ou encore à capter les métaux lourds. Ça, c'est tout ce qui est la régulation. Il y a les services socioculturels. C'est par exemple cette réaction qu'on a souvent dès qu'on est en vacances à partir à la mer, parce qu'on a besoin de voir des beaux paysages ouverts, etc. Il y a énormément de recherches actuellement sur les bienfaits des espaces verts sur la santé mentale, donc sur le stress et sur les maladies mentales en tant que telles. Et puis il y a tout ce qui est ce qu'on appelle services de soutien. C'est ce qui fait le lien entre ces autres services, c'est ce qui permet à ces autres services de fonctionner tous ensemble. Souvent, nous, on les évoque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en ville spécifiquement, les études tentent à montrer, les sociologues tentent à montrer que c'est par la ville que potentiellement le changement de paradigme, notre vision de la nature va changer. C'est aussi ce qu'on voit par exemple dans nos consommations. Il y a beaucoup de magasins bio, etc. en ville. Et il y a dans les populations urbaines cette tendance à essayer d'aller plus vers le bio, à aller dans le vrac, etc. Et donc, les sociologues qui ont travaillé sur ces questions-là dernièrement ont montré qu'en fait, la protection de la nature, elle avait toute sa place en ville et le changement de paradigme allait sans doute passer par là à partir du moment où on continuait à préserver des espaces de végétalisation, donc des friches, des parcs, etc. en ville, mais avec des zones nature, des zones sauvages. Et c'est là qu'aussi des associations comme Natagora ont un vrai questionnement à avoir, c'est comment on va réussir à concilier des zones sauvages en ville. Quels sont les outils qu'on peut donner aux administrations et à la population pour comprendre ces zones sauvages ? Parce qu'il faut quand même avouer que dans les parcs, par exemple les parcs bruxellois qui sont classés, etc., c'est pas toujours facile de laisser de la place à la nature sauvage. Et pourtant, c'est nécessaire. Et donc, comment on arrive à des situations où on concilie les deux ? Comment on arrive à avoir un parc comme le Rouge Cloître qui est classé avec des grosses bordures, etc.,
et en même temps à ce que ces bordures permettent à des batraciens de passer quand ils en ont besoin et autres. Et c'est ce travail-là qui est aujourd'hui nécessaire. Et on peut voir que c'est tant au service de l'humain, et on essaie de travailler aussi pour que ça soit vraiment au service de la nature et de s'éloigner un petit peu de cette vision anthropocentrée. Peut-on considérer que la ville de Bruxelles est une ville verte ? À certains égards, oui, et à d'autres, non. À certains égards, oui. Pourquoi ? Parce qu'elle elle a un sol pour partie extrêmement végétalisé et elle a pas mal de zones protégées, comme la forêt de Soignes que vous connaissez sans doute. Par contre, on peut remarquer qu'en fait, elle se dénature, on pourrait dire ça, ou en tout cas qu'il y a extrêmement de zones végétalisées, qui sont des zones vertes de fait, comme des friches et autres, mais qui sont aujourd'hui progressivement urbanisées et artificialisées. On artificialise en fait fortement Bruxelles. Et donc, la préservation de la biodiversité, elle est liée à la non-artificialisation des sols, quel mot compliqué. Et donc, Bruxelles, la région, a aujourd'hui un rôle à jouer sur comment on va faire pour préserver la nature tout en se densifiant, tout en étant un lieu de vie humaine. Et donc, oui, d'une part, on a la chance d'avoir des zones protégées, mais de l'autre, on a du travail à faire pour essayer de protéger ces zones, mais aussi de désartificialiser le sol, aussi de mettre de la biodiversité sur les façades, de mettre de la biodiversité sur les toitures, pour qu'elle garde ce caractère spécifique qui est verte. Donc, malgré cette artificialisation, est-ce qu'on pourrait dire que la biodiversité se porte bien à Bruxelles ? On peut voir que sur les pourtours de la forêt de Soignes, c'est quand même pas mal grignoté. Donc là, pour le coup, non. Par contre, on a pu voir certaines espèces s'adapter au milieu urbain et donc s'adapter à Bruxelles. Comme certains rapaces qui, au lieu d'aller nicher sur des falaises, maintenant vont nicher sur des grandes cathédrales et églises bruxelloises. Et la région met énormément d'énergie à essayer de préserver ce type d'espèces à Bruxelles. Donc, on peut dire que pour, par exemple, les oiseaux, les grands oiseaux qui se sont adaptés vont très bien, mais par exemple, les oiseaux qu'on avait l'habitude de voir qui nichent dans les façades, et pour l'instant, il y a une énorme politique d'isolation, eux ne trouvent plus la place pour nicher, et donc, eux ne vont pas bien. On ne peut pas parler de la biodiversité comme d'un ensemble. Par contre, ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'au niveau mondial, la biodiversité ne va pas bien. On peut le voir, il y a un organisme qui est l'équivalent du GIEC, qui analyse la biodiversité au niveau mondial, qui est l'IPEPS. Et eux, ils ont bien démontré à de nombreuses reprises que la biodiversité ne va pas bien, qu'on aille sur tous les taxons. Quand je parle de taxons, c'est les chauves-souris, qu'on aille sur les oiseaux, qu'on aille sur les batraciens, qu'on aille... Globalement, ça ne va pas bien. Et donc, chaque partie de la société, comme la ville, doit prendre son rôle pour protéger celle-ci. Et donc, si l'on recentre sur Bruxelles, quelles sont les actions que Natagora fait pour protéger la biodiversité ? Alors, il y a énormément de choses à faire. Natagora commence par de la sensibilisation, parce que pour protéger quelque chose, c'est important de bien le connaître. Même si on n'a pas toujours besoin de bien le connaître pour le protéger, mais c'est quand même, ça aide. Et donc, dans la sensibilisation, qu'est-ce qu'on fait ? Par exemple, on peut participer à une balade qui s'appelle Belle de Maru. Et là, qu'est-ce qu'on va y voir ? On va en fait essayer de détecter ce que certains appelleraient des mauvaises herbes, mais en termes de biodiversité, ces petites herbes qui poussent au travers des pavés sont extrêmement riches et permettent, par exemple, aux pollinisateurs sauvages, bien précieux pour nous tous, de rester en ville, de perdurer en ville et de ne pas disparaître. Donc, se sensibiliser, s'intéresser. Il y a d'autres opérations comme les devine-qui. C'est quoi les devine-qui chez Natagora ? C'est un moment où on prend le temps chaque année de se poser dans son jardin, sur son balcon ou dans un parc. On n'a pas besoin d'avoir spécialement un espace vert à soi. Et ce qu'on va faire, c'est, sur base d'une petite carte avec des photos des oiseaux qu'on peut retrouver, on va cocher le nombre de fois qu'on les voit, par exemple, pendant 1 heure ou 2 heures. Et on le fait chaque année. Ça permet en fait de faire ce qu'on appelle un monitoring des oiseaux, le cas, mais on le fait aussi pour les papillons, ou on le fait aussi pour les chauves-souris. Et donc, ça permet de voir un petit peu si les populations d'oiseaux vont bien à Bruxelles. Ce qu'on peut aussi faire, mais ça, c'est
chacun peut choisir. On peut aussi simplement participer à des pétitions qui protègent des espaces verts. C'est parfois plus simple. Ça permet simplement de signer, cliquer, et en même temps, ça participe à la protection de ces espaces verts. Ou on peut encore s'impliquer dans ce qu'on appelle les gestions. Les gestions, ce sont des moments où on va aller dans une réserve naturelle ou un espace vert et on va commencer à faucher, on va ramasser les branches, on va élaguer un tout petit peu certains arbres, de sorte à ce que, ou on va nettoyer des mares ou des étangs, de sorte à ce que la nature reprenne un sens ou qu'on préserve certaines espèces qui ont plus leur place. Ça fait pas mal de taf. Ouais. Parmi vos actions, vous menez aussi des actions en justice, je pense, contre des acteurs qui portent atteinte à la biodiversité. Est-ce que le droit à Bruxelles protège de manière efficace la nature? Est-ce qu'il y a un cadre légal qui permet de protéger la biodiversité? Le législateur, quand il crée une loi, il crée un cadre général. Et il y a toujours des dérogations. Et le problème en région de Bruxelles-Capitale, c'est qu'on use et on abuse des dérogations. Notre plus grand désespoir, ça c'est une des problématiques. Il faut savoir que beaucoup d'outils du cadre aujourd'hui en région de Bruxelles-Capitale, comme par exemple le réseau écologique bruxellois dont j'ai parlé plus tôt, ne sont pas réglementaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de les suivre. C'est un peu comme des bons conseils et une vision stratégique. Et donc ça cause des soucis à la biodiversité parce que, comme je l'ai dit tantôt, si on ne pense pas la biodiversité en termes de continuité, si on n'essaie pas de faire du lien entre les différents espaces verts, ces espaces verts, ils vivent en vase clos et ils perdent en termes de qualité biologique. Et donc, comme les outils qui sont censés préserver ces continuités ne sont pas forts, ne sont pas réglementaires, petit à petit, on perd en qualité biologique. Et c'est là qu'aujourd'hui, l'action juridique essaie de prendre de la place. Donc, on va en recours contre des permis qui sont octroyés. On essaie de discuter avec le gouvernement et les organes administratifs qui le représentent. Toutefois, la nature n'est pas encore la priorité, on va dire ça comme ça. Et est-ce que vous constatez que la protection de la biodiversité dans la ville trouve un écho dans les discours politiques à Bruxelles? Et est-ce que ça s'améliore, du moins? Ça nécessite un changement de paradigme, ça nécessite de changer les habitudes et c'est jamais facile. Après, on voit des démarches positives comme Bruxelles Mobilité qui a engagé quelqu'un pour réfléchir à la végétalisation des voiries. Les voiries qui peuvent servir de continuité, comme je l'ai dit précédemment. Donc ça on voit qu'il y a une amélioration. Toutefois, on voit que ce ne sont pas des pratiques intégrées. Par exemple, un organisme comme Perspective, qui est l'administration en charge de réfléchir à la stratégie d'aménagement du territoire, elle est seulement encore en train d'apprendre comment fonctionne la nature, comment fonctionnent les écosystèmes et comment on peut intégrer cette fonctionnalité-là dans la ville. Et donc, et en même temps, les permis sont octroyés, on détruit petit à petit pas mal d'espaces verts et ainsi de suite. Donc, ça commence à être intégré dans les administrations, ça commence à être intégré par le politique. Toutefois, il faut aller très vite parce que de l'autre côté, l'artificialisation des sols va très vite. Donc on voit qu'il y a de grandes lacunes, autant au niveau politique que juridique, mais que ça bouge. Mais par contre, du point de vue citoyen, on a l'impression que ça bouge de plus en plus. En tout cas, notre perception, on reçoit notamment la friche Josaphat pour notre prochain épisode. Est-ce que vous sentez que l'enjeu de la préservation de la biodiversité trouve un écho chez les citoyens? Et est-ce que depuis votre position, vous ressentez vraiment qu'il y a une prise de conscience et une plus grande mobilisation au fur et à mesure des années? Il y a 5 ans, quand j'ai été engagée par Natagora n'avait pas de position sur la ville. Depuis 1 an et demi, on travaille à avoir une position sur la ville parce qu'on a jugé ça nécessaire. Avant le confinement, je recevais plus ou moins 600 demandes d'interpellation et autres pour la protection de nature en ville. Aujourd'hui, je suis à 600 par semaine. Je pense que oui, il y a une mobilisation citoyenne. Il n'y a pas encore tout à fait les outils politiques et pas encore tout à fait les outils dans l'administration pour faire face à celle-ci. Mais il y a une vraie mobilisation, une vraie prise de conscience de ce qu'est la nature et des enjeux à la protéger et à se battre pour celle-ci. Et en effet, la friche Josaphat, c'est un bel exemple de ça.
Et la spécificité de la Friche Josaphat, c'est que c'est un travail collaboratif entre des associations qui défendent différents enjeux, comme des naturalistes chez Natagora, mais des potagers collectifs, mais des comités de riverains, mais des organismes qui se posent des questions sur le logement, des mouvements urbains comme le BRAL et ainsi de suite. Tous ces acteurs se mettent autour de la table pour penser l'avenir de la ville en prenant en compte la nature. Je ne pense pas qu'il y a 5 ans, ça aurait été possible, ou en tout cas aussi logique et faisable qu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres exemples en dehors de la Friche Josaphat de mouvements citoyens où vous sentez une certaine mobilisation ? Donc il y a par exemple les Amis de l'Hippodrome, tout autour du projet Drôme, sur les pourtours de la forêt de Soigne. Il y a les gens qui sont actifs au Wills, il y a les gens qui sont actifs au Dunderberg. Non, il y en a beaucoup. Il y a aussi énormément de comités de quartier qui se posent des questions sur le rôle que joue le canal en tant que couloir vert et bleu dans la ville. Et donc, ils s'activent énormément avec les entreprises pour essayer de participer à créer ce couloir écologique et donc mettre en place des initiatives complètement folles et innovatrices, mais tellement pertinentes comme la pose de nichoirs en collaboration avec la ferme Nopilif pour les cigognes blanches, pour que si elles se décident à nidifier sur Bruxelles, elles aient une place. Ou encore, il y a des comités de quartier qui s'activent pour créer sur des monts de déchets de la nidification pour hirondelles. Donc, ce qu'il y a de très gai aussi dans les dynamiques qui se mettent en place aujourd'hui, c'est que comme ça se passe avec des riverains, avec des entreprises locales, etc., ça perdure dans le temps parce que ça a un ancrage local. Et comment est-ce que Natagora interagit avec ces nouveaux acteurs ? C'est tout un apprentissage. Le naturaliste est une espèce spécifique, très peu sociale, qui vit tout seul dans les bois. Et là, on lui demande d'interagir avec d'autres. Donc, ça se fait parfois dans la douleur. Mais ça se fait. Et je crois que les naturalistes se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus passer à côté. Donc, ils mettent en place aussi des mécanismes qui leur permettent de le faire, comme le site observation.be, qui est un site où tout naturaliste, mais aussi citoyen, peut encoder des données. Par exemple, je vois dans mon jardin ou en balade une petite plante et je ne l'avais jamais vue ailleurs. Je prends une photo, je la mets sur observation.be et derrière ça, il y a des naturalistes qui vont regarder ce que c'est, etc. et puis qui vont essayer d'identifier si on ne sait pas le faire soi-même. Et ça permet de nourrir les bases de données et donc la connaissance sur la nature. Et donc, chacun peut trouver sa place, c'est-à-dire le citoyen qui se balade et qui voit une plante qu'il n'a jamais vue, il a juste à la prendre en photo et à utiliser une application. Des naturalistes derrière peuvent tripoter les ménages pour essayer d'identifier ce que c'est. Le citoyen, il sait après ce que c'est. Et puis, ça permet de nourrir les bases de données et d'avoir une meilleure connaissance sur la biodiversité et de dire, tiens, tel batracien va bien, telle chauve-souris va pas bien. Et ainsi de suite. Donc chacun finalement trouve sa place, mais parfois ça se fait dans la douleur, il faut quand même le reconnaître. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup d'actions à mener sur divers plans, donc politiques, juridiques, mais aussi citoyens. Maintenant, si on restera encore un petit peu plus le cadre et qu'on s'adresse vraiment aux étudiants qui nous écoutent, vous avez déjà donné quelques pistes, mais comment peuvent-ils soutenir et protéger la biodiversité urbaine à Bruxelles ? Il y a déjà participer ou se mettre en relation avec des collectifs de citoyens. Tout autour du campus, il y en a. Il y a des collectifs qui s'activent sur la plaine et autres, et donc ils peuvent se mettre en contact avec eux, ne fût-ce que pour comprendre les enjeux qui les ont amenés à se battre pour ces espaces. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est déjà simplement en réfléchissant aux usages de la lumière qu'ils ont chez eux ou ailleurs. Par exemple, s'ils éteignent plus facilement la lumière, les lumières extérieures, ça aide les populations de pipistrelles et de chauves-souris. S'ils réfléchissent à leurs usages sur la musique qui va fort la nuit, ça peut aider certaines populations d'oiseaux ou de chauves-souris de nouveau. Donc il y a déjà tout un tas de questionnements qu'on peut avoir chez soi. Si on a un petit balcon, on peut mettre des plantes mellifères sur son balcon. On peut aussi participer à la végétalisation du campus en demandant l'autorisation, bien entendu, à l'université, de placer des bacs dans lesquels on met des plantes, déjà rien que ça, et de les faire en continuité, c'est-à-dire de créer des alignements de bacs, par exemple au travers du campus, qui créent un petit peu des continuités au travers du campus. Ça peut être énormément de choses, mais je
pense qu'une des actions les plus chouettes qui pourrait être faite pour certains étudiants, en tout cas qui parlent à beaucoup de gens, c'est de participer à ce qu'on appelle les sauvetages de batraciens. C'est pas directement sur le campus, mais il y en a plusieurs pas très loin. Les sauvetages de batraciens, ça a lieu entre le mois de mars, avril et un petit peu en février. Et là, on va directement travailler à la défragmentation de l'habitat. La fragmentation de l'habitat, c'est en fait quand on crée des autoroutes, quand on crée des installations lumineuses qui coupent les continuités écologiques dont j'ai parlé précédemment. Et entre autres, les batraciens sont extrêmement fragiles par rapport à ça. On a, ces dernières années, sur les petits chemins que prenaient les batraciens pour aller des zones où ils dormaient pendant l'hiver jusqu'aux zones où ils vont se reproduire, les zones humides. On a créé des routes et ainsi de suite. Et il y a des citoyens, dont des étudiants, qui vont ramasser des batraciens d'un côté de la route et les mettre de l'autre côté. Ça peut sembler assez futile et bête, mais c'est extrêmement parlant en fait. Et c'est aussi extrêmement impressionnant parce qu'on voit débarquer vraiment des vagues de batraciens d'un côté de la route qui sont bloqués par des bordures trop hautes et autres. Et on a juste à les ramasser et à les amener de l'autre côté. C'est vraiment mettre la main à la pâte pour la nature. Je pense que c'est une expérience. Et vous, Natagora, en tant qu'association, vous avez sûrement des grands objectifs, des grands chevaux de combat pour 2021 concernant la préservation de la biodiversité au sein des villes. Quels sont-ils ? On travaille beaucoup au réseau écologique bruxellois et en Wallonie, il y a un équivalent. Il y a la désimperméabilisation des sols, ou en tout cas à une réflexion sur comment on peut faire pour densifier les villes et impacter le moins possible la nature, ou en tout cas avoir une réflexion par rapport à l'étalement urbain. Je pense que ça, c'est un des grands objectifs de 2021. C'est de travailler à ces questions-là pour avoir une meilleure connaissance auprès de tous de ce qu'est l'étalement urbain, de ce qu'est la densification et des impacts que ceux-ci ont ou peuvent ne pas avoir sur la nature. Et à la fin de nos entretiens, on aime demander à nos invités une ou plusieurs d'ailleurs recommandations, donc livres, documentaires ou événements à conseiller à nos auditeurs. Est-ce que vous en avez un ou deux ? J'en ai beaucoup trop. Voilà. J'aurais tendance à conseiller aux étudiants qui se posent des questions par rapport à la nature, ou en tout cas qui ont envie de s'y impliquer dans le futur, de lire Désobéir de Frédéric Gros, parce que les combats pour la nature, il y a quelques victoires, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas ou pour lesquelles on ne gagne pas. Et donc il faut faire preuve de persévérance et parfois de désobéissance. Et je conseillerais aussi Flore des friches urbaines, qui est un petit livre qui questionne vraiment la beauté de la friche en milieu urbain. Et qui permet d'apprendre un petit peu à reconnaître les plantes qu'on peut trouver dans les friches et à découvrir toute la beauté qu'ont celles-ci. Un tout grand merci à Amandine Thibérien d'avoir été avec nous aujourd'hui pour discuter de la biodiversité dans la ville. C'était le 3e épisode, Au Grand Air, une série sur la préservation de la biodiversité produit par le Student Green Office de l'ULB. Vous pouvez retrouver toutes les informations et références dont il a été question dans cet épisode sur notre page Instagram Green Office ULB et notre page Facebook ULB Environnement Student Green Office. Un grand merci à Radio Campus pour ses locaux et son soutien technique. Vous pouvez retrouver leurs émissions sur la fréquence 92.1. Merci pour votre écoute et à bientôt.